Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours où je vais vous présenter comment faire une mise à jour logicielle via un fichier JSON qui sera placé sur un serveur FTP. C'est pour répondre à la demande d'un abonné qui ne voulait pas passer par les outils PCsoft et qui voulait notamment être complètement autonome et gérer la solution de mise à jour vraiment de A à Z lui-même. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi d'autres techniques parce que normalement, PCsoft, lui, propose soit des mises à jour, enfin des installations locales, soit des installations sur réseau local, soit sur réseau distant. Il y a aussi le store privé. Bref, il y a énormément de choses qu'il propose. Il y a vraiment une pléthore de solutions. Là, on utilise en fait une ancienne technique. Et, mais bon, comme c'est une demande spécifique, j'y réponds. Et ça nous permettra quand même de voir des choses intéressantes. Et puis après, plus tard, je referai une vidéo pour vous présenter vraiment des règles de PO. Comme je vous l'ai dit dans le short, hein, j'ai fait une petite vidéo short pour vous présenter vraiment cette vidéo-là. Plus tard, on reviendra sur le même projet donc qui est outil PDF on verra une notion donc de PO avancé qui est la notion de procédure d'instance. Allez hop, je vous montre ça tout de suite en code. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer la technique utilisée. Donc la technique utilisée pour mettre à jour une appli. Ici, cette appli, elle est en 1.0.1.0. Voilà. Donc c'est une appli que je vais donc lancer. Je vous montre où elle est installée. Alors moi, par défaut, je l'ai mis dans C programmes, donc Programme Files, outils PDF. Elle est donc en 1.0. Je vais la lancer. Alors, vous n'avez pas vu l'écran tout à l'heure de mise à jour parce qu'en fait, j'avais déjà cliqué sur plus tard. Mais bon, le but, c'est de dire, ici, elle est en 1.0.1.0, la toute première version. Et en fait, la version de mise à jour, c'est la 30.1.3.8. Donc, quand je vais la lancer, elle doit trouver qu'il y a une mise à jour. Cette mise à jour, en fait, se fait via un fichier JSON qui est sur le serveur distant. Le fichier JSON est de cette forme-là. Moi, comme je passe par un serveur FTP, évidemment, il faudra mettre l'adresse de votre serveur FTP, le port que vous utilisez. Ça, c'est le délai maximum d'attente pour la connexion. Votre login, votre mot de passe. Et après ici, j'ai mis tout plein de membres. Alors vous verrez que ça, évidemment, ça découle d'une classe. Ici, donc, je spécifie véritablement où je dois chercher les choses. C'est-à-dire que dès que je me connecte au serveur, je vais devoir aller dans le répertoire site data mise à jour. Et c'est là-dedans que j'aurai ensuite non seulement mon fichier JSON, mais ensuite, j'aurai un sous-répertoire qui contiendra ici, vous voyez, mise à jour fichier rapatrié, l'archive d'installation, outil PDF, et que c'est une appli de type desktop. Hein. Après, on pourrait dire, voilà, on fait aussi des mises à jour pour de la mobilité, etc., etc. En gros, ici, ce sera le fichier qu'on veut rapatrier, c'est une archive. Donc, une fois qu'elle sera rapatriée, je vais la mettre dans mon répertoire temporaire ctemp install. Donc ce fichier-ci sera placé dans mon répertoire local sur mon ordinateur ici. Je décompresse et ensuite je dis il faudra exécuter install.exe. Pour tous ceux qui ont déjà fait une install sous WinDev, vous savez très bien que une fois que c'est décompressé, vous avez un répertoire install exe et des fois il y a même un install.zip qui contient vraiment tous vos fichiers. Voilà. Et puis, donc, ensuite, est-ce qu'il faut supprimer le répertoire d'installation? Donc ça, c'est pour lui dire si vous voulez, oui ou non, qu'il supprime les fichiers qu'il y aura dans
dans ce répertoire-ci. Alors, une fois que ça c'est vu, je vais vous présenter mon serveur FTP. Donc dans mon serveur FTP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive, on doit aller dans Site Data mise à jour, et dans Site Data mise à jour, après libre à vous de décomposer comme vous voulez. Vous pouvez dire, donc bon, faut qu'il y ait le fichier JSON qui soit là, parce que c'est ce fichier-là qu'on va lire pour savoir s'il y a une mise à jour à faire. Vous pouvez mettre un sous-répertoire logiciel parce que vous aurez fait plein de logiciels. Et en dessous de logiciel, vous pouvez dire peut-être que le même logiciel peut être en version desktop, version mobilité, etc. Donc à vous de décomposer. Vous pouvez créer aussi un sous-répertoire, je ne sais pas moi, client, où vous allez mettre là-dedans des informations pour dire voilà, cette mise à jour ne concernera que tel client. Donc ça vous permettra de faire à ce moment-là une installation par vague. Parce que on sait très bien aussi que si jamais vous avez énormément de clients qui veulent installer la mise à jour, ce qui va se passer, c'est que vous allez saturer votre serveur parce que tout le monde va se connecter plus ou moins en même temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire, la première semaine, je vais permettre à 200 clients de faire la mise à jour. La deuxième semaine, 200. Troisième semaine, 200. Enfin, libre à vous en fait de dire, voilà, je vais faire par vague. Bon, après, s'il faut faire ce genre de logiciel, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Après, il faut faire quelque chose de beaucoup plus complexe que j'ai déjà pas mal développé, qui permet de faire de la mise à jour par vague, etc. Mais c'est un autre sujet. Bon, en gros, là, vous voyez, il y a le fichier donc JSON qui est ici. Et après, moi, en fait, je vais aller dans Desktop. Et ici, vous avez notre outil pdf.zip qui est l'archive d'installation. Voilà. Et c'est ça que je vais rapatrier en local. Voilà, donc on a vu le serveur FTP, on a vu le fichier JSON. On va faire un petit exemple. Donc ici on est en point version 1.0.1.0. Hop, hop, je lance. Hop, il détecte qu'il y a une mise à jour. Donc je vous ai fait, notamment pour l'abonné, hein, donc quelque chose de relativement design, hein, une petite image sympathique, etc. Et donc ici, ah oui, je vous ai pas dit, dans le fichier JSON, il y aura la notion de est-ce que l'installation est, donc c'est mise à jour type optionnel. Il y a deux cas, c'est soit elle est obligatoire, soit elle est optionnelle. En gros, cette notion-là permet de dire quoi? De dire si elle est optionnelle, l'utilisateur peut cliquer ici et dire plus tard. Si jamais elle est obligatoire, évidemment ce bouton-là est quasiment invisible. En fait, j'ai joué sur l'opacité et vous ne pouvez plus cliquer dessus. Vous êtes obligé de cliquer sur installer pour pouvoir continuer à l'utiliser. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir besoin de faire si jamais vous avez fait énormément de changements dans votre appli. Et il est parfois nécessaire d'obliger le client à faire la mise à jour parce que sinon il pourrait vous renvoyer des données de façon erronée parce que vous avez changé la structure de votre analyse, hein, donc de vos tables, de vos fichiers. Vous aurez peut-être changé, enfin, beaucoup de choses. Donc là, je clique sur installer, moi. Ici, je rapatrie depuis le serveur FTP l'archive d'installation. Là, c'est là que c'est pour afficher ça qu'on verra, notre notion de PO plus tard, et qui est une notion de procédure d'instance. Alors, vous avez vu, derrière, j'ai fermé le logiciel. Ici, il lance l'installation. Alors, il se peut qu'il y ait un petit, pas un petit bug, mais qu'il râle un peu. C'est parce que, ouais, voilà. Il râle un peu parce que c'est dans l'installation que j'ai faite, j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait les droits administrateurs, tout ça, j'aurais pas dû le mettre. On pourra le voir tout à l'heure à la limite, mais bon, c'est pas bien compliqué, c'est juste une coche. Voilà, donc ici on voit qu'on est passé à la version 30.1.3.8, donc notre mise à jour a fonctionné. Je ferme l'appli. Ici, je repasse au-dessus. Voilà,
Alors, programme. Et c'est pas mis à jour ici. Voilà, je le relance, on est bien en 30.1.3.8 et il ne propose plus la mise à jour, ce qui est logique du fait que on a upgradé et donc il a fait son contrôle sur le serveur FTP, il a vu que la version était suffisamment évoluée, donc c'est bon. Je clique, voilà, le logiciel fonctionne bah, très bien, ok, pas de souci, tout va bien. Voilà. Alors, on va regarder le code et pour savoir comment j'ai fait. Ben, quand vous voulez mettre à jour une appli, alors, mon appli est ici, dans ces programmes, files, outils PDF. Et vous voyez qu'ici, il y a un deuxième exe, voilà, qui s'appelle Upload and Relaunch. Ça, c'est un projet que je vais vous montrer tout de suite. En fait, il y a deux projets. Il y a le projet de votre appli, que vous allez faire évoluer avec le temps. Donc ça, je vais vous montrer ce projet-là. Je vais vous montrer le code qu'il y a dedans, notamment la fenêtre de mise à jour, etc. Et ici, c'est un deuxième exe. À quoi sert cet exe? En fait, il sert d'intermédiaire. Euh, Vous allez me dire, bah oui, mais bon, depuis ici, vous auriez pu lancer le rapatriement FTP et puis lancer l'installation et lui se fermer. Sauf que quand vous passez par un logiciel intermédiaire, qu'est-ce qui est mieux? C'est que bah, vous pouvez faire encore plus de choses. Ici, je vous ai fait le minimum syndical avec Update and Relaunch, c'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, vous lui envoyez le nom du logiciel qu'il faut arrêter et le nom du logiciel qu'il faut démarrer. Donc on lui envoie quoi? Ben, on lui envoie le nom de ce logiciel-ci à arrêter, et après on lui envoie le nom du logiciel de mise à jour. En fait, on lui dit d'exécuter l'installateur. Donc l'install.exe qui se trouve dans ces temp, comme on l'a vu juste avant en regardant le fichier JSON. Donc c'est pour ça que je suis passé par ça, mais après, on pourrait dire, mais après, copie des fichiers, fais ceci, agis sur la base de registre, enfin, on pourrait lui demander encore plein d'autres choses. Donc libre à vous. Moi, je vous ai donné un canevas de base, mais après, libre à vous aussi de le faire évoluer comme bon vous semble. Alors, le projet Update and Relaunch, on va le regarder, il est ici. Alors évidemment, je vais tout vous fournir, hein. Je vais vous fournir les projets complets, les codes, etc. Et je vous fournirai des fichiers texte séparant bien les deux projets pour vous permettre d'avoir les codes. Maintenant, évidemment, il faudrait que vous puissiez passer en 2024 minimum, voire 2025, ce qui sera encore mieux. Au moins, vous pourrez vraiment beaucoup plus facilement exploiter tout ça, quoi. Sinon, ça vous oblige à tout ressaisir à chaque fois. Mais bon, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont en 28 et qui veulent faire, il n'y a rien de méchant là-dedans, vous pourrez le refaire en 28 et tout fonctionnera sans problème. Alors, à l'initialisation, en fait, j'utilise ma ligne de commande. Alors ça, ouais, j'aurais pu ne pas le mettre. Bon, ok, désolé. En fait, ici, ma ligne de commande OPT1, c'est quoi? C'est parce que ce update and relaunch est lancé depuis outil pdf.exe. Donc, qu'est-ce que j'envoie comme syntaxe depuis outil pdf.exe? J'envoie cette syntaxe-ci. Je lui dis execute update and relaunch et je lui envoie slash paramètre 1, j'aurais pu mettre param 1, j'ai mis opt1, égal. Et là, je lui envoie ah ben oui, on voit ici en dessous ce que ça fait. Je lui envoie le nom du logiciel à arrêter. Bah oui, c'est lui, ce logiciel-là que je veux mettre à jour. Et donc, il exécute update and relaunch. Et il demande à update and relaunch de le fermer. Donc comme ça, le logiciel se ferme. Et une fois qu'il est fermé, ben, lui, comme il est en route,
il est capable d'exécuter un autre logiciel et de faire plein de choses. Et donc là, je lui demande de lancer l'installateur. Et une fois qu'il a fait ça, je lui demande à lui de s'arrêter. C'est ce que vous allez lire ici dans le code. Alors, donc, je récupère, grâce à cette fonction ligne de commande, ce qu'il y a après le égal de OPT1. Bon, ben, très simple, hein, je vous le remontre quand même. Après OPT1, il y a égal et les doubles cotes, ça, il va les virer. Il va vous envoyer ceci. Donc, ben, le chemin de l'exé arrêté, il va renvoyer ça. Et ensuite, le 2, ça, c'est celui à exécuter. Donc, c'est OPT2, et donc chemin de l'exé à lancer. Voilà, tout est logique. Ensuite, ici, il y a mes fichiers à copier. Ben voilà, ça, c'est justement quelque chose qui pourrait être fait par ce logiciel. Vous pourriez lui dire euh, qu'il fasse des trucs un peu comme s'il était lui-même aussi une sorte d'installateur. Alors, c'est un tableau de C update and relaunch.struct fichier. Je vais vous montrer la classe tout de suite. La classe, en fait, elle est très simple, hein. Donc, pour faire une nouvelle classe, hein, c'est clic droit, créer une classe, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'ai créé une classe, elle s'appelle C update and relaunch, et j'ai mis juste 3 membres. Donc, on l'a vu, le chemin de l'exé à lancer, de celui à arrêter, et il y a mes fichiers à copier. C'est pour ça que j'ai mis fac de l'autre côté. Fichier à copier. Et c'est un tableau de structure fichier. La structure fichier est juste en dessous. Donc, quand vous copiez un fichier, ben, c'est lequel vous prenez et où vous le mettez. Tout simplement. Et ensuite, il y a des constructeurs. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle la notion de polymorphisme en PO. Le polymorphisme, ça veut dire qu'à partir d'une même classe, vous arrivez à créer des objets différents en fonction de l'appel constructeur que vous allez faire. Si vous ne savez pas comment j'ai fait pour créer ces constructeurs-là, vous allez dans constructeur ici et vous faites clic droit. Non, pas du tout. Il faut faire ces nouvelles syntaxes. Nouveau. À chaque fois, je me fais avoir. Normalement, c'est ici. Il faut aller dans la classe au niveau du constructeur. Et c'est ici. Ah si, ajouter une syntaxe. Pardon, j'étais bon depuis le début, mais je ne sais pas lire. Donc, vous voyez, vous vous mettez dans la classe. Vous allez sur la ligne constructeur. Il faut être au point de départ dans l'explorateur de projet. Si vous n'êtes pas dans l'explorateur de projet, ça ne le fera pas, hein. Donc vous allez sur la ligne constructeur et vous faites ajouter une syntaxe. Et là, il va vous rajouter, si on avait cliqué, constructeur 4/4. Alors, par défaut, il ne fait rien. Là, c'est le cas que nous, on va utiliser. Donc, c'est vous construisez un objet et vous passez dans les membres les deux chemins. Donc, celui du logiciel à arrêter et le chemin de l'exé à lancer. Toujours pareil, hein. Puis on les met dans des membres qui sont très explicites. Chemin, application arrêtée, chemin, application lancée. Et ça n'est pas géré pour l'instant, mais je vous ai quand même prévu le constructeur. Là, vous passez en plus votre tableau de fichiers à copier, si jamais vous deviez copier des fichiers. Vous pouvez encore prévoir autre chose. En fait, je vous ai donné une base ici, mais vous pouvez faire évoluer ce logiciel-là pour qu'il fasse vraiment tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a principalement, on va dire, euh, ben, une méthode hyper importante, c'est arrêter. Donc, on lui envoie le membre chemin application arrêté et je vérifie si l'application est bien lancée. Si elle est lancée, ben alors je l'arrête. Si l'arrêt s'est bien passé, je renvoie vrai, parce que vous voyez que cette méthode renvoie un booléen. Ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. J'ai fait vraiment une version minimale, hein. On pourrait renvoyer des VOK, des VKO, comme je vous ai montré ça dans une vidéo précédente, pour renvoyer quelque chose de plus, enfin mieux, déjà où il y aurait le,
la désignation de l'erreur. Et ici, c'est vraiment basique, hein. Il vous dit pas pourquoi ça s'est bien passé ou mal passé. Voilà. Bon, en général, ça se passe bien. Donc voilà. Euh, donc on pourrait améliorer un petit peu le code ici, hein. Mais bon, le principe y est. Si l'exé n'est pas lancé, ben on renvoie vrai parce qu'il n'y a pas besoin d'arrêter quelque chose qui n'est pas démarré. S'il est démarré, alors je le termine, je l'arrête, cet exé. Et si cet exé s'est bien arrêté, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. Très simple comme méthode. La méthode lancer application, ça renvoie aussi un booléen. Ben, l'exé que je vais lancer, je vérifie s'il existe. S'il n'existe pas, je renvoie faux. S'il existe, je cherche à le lancer. Chose importante, ce n'est pas bloquant ici, hein, parce que la fonction lance appli, vous lui donnez le chemin de l'appli à lancer. Exéactif, ça veut dire que l'appli que vous allez lancer va venir en premier plan. Nous, c'est ce qu'on veut parce qu'on lance l'installateur. Donc, on veut que l'installateur arrive vraiment au-dessus de toutes les autres applications. Et ensuite, on dit l'application Update and Relaunch n'attend pas la fin de l'exécution de l'appli que vous lancez ici. Donc, il faut mettre exe non bloquant. Comme ça permet de continuer le code. Sinon, il va attendre que la fonction ici lui dise ben, l'autre appli euh, est toujours active, donc ben, je fais toujours rien, quoi. Ben, il va attendre que l'appli soit arrêtée. Là, il n'y a rien qui est bloquant, on peut continuer le code. Donc, s'il a réussi à lancer l'appli, renvoyez vrai, sinon renvoyez faux. Voilà. La copie des fichiers, ben, je vous l'ai mis là, donc, au cas où vous en auriez besoin. Ben là, hein, c'est pas compliqué, c'est dans le tableau que vous avez envoyé, je parcours tout, je vérifie si le fichier à copier existe, et ensuite, ben, je copie suivant tous les éléments qu'il y a dans votre tableau. Si les copies ne se passent pas, ben, directement j'arrête en renvoyant faux. Si jamais le fichier que vous cherchez à copier n'existe pas, je renvoie faux. Et s'il a réussi à tout faire, puis il renvoie vrai. Voilà. Et lance processus. Alors, lance processus, ben, là c'est une méthode que j'ai mis là qui permet donc d'arrêter l'application, de dire je copie mes fichiers et ensuite, une fois que les fichiers sont copiés, je lance l'application. Ça, je ne m'en sers pas ici. Mais je vous l'ai prévu au cas où vous en auriez besoin. En fait, ce qui va être exécuté, c'est ça, véritablement. Donc, tout se situe dans l'initialisation. Et donc, qu'est-ce que doit faire l'application? Elle va commencer par arrêter l'exé qui doit être mis à jour. Alors, et ensuite, elle va lancer en fait l'installateur et à la fin, elle va s'arrêter d'elle-même ici. Donc, c'est une application qui n'a même pas d'interface. Elle va démarrer, on n'a rien de temps, poup, poup, elle se referme. Vous la verrez à peine arriver dans la barre des tâches. Alors, ici, que dit le code? Ici, je crée mon objet. Mon objet s'appelle mon exécution et c'est un cUpdate and relaunch. Ici, comme je n'ai rien spécifié entre parenthèses, c'est le premier constructeur qui est exécuté. C'est celui-ci, celui où il n'y a rien. J'aurais pu mettre parenthèse, parenthèse, ça aurait été correct aussi. Ensuite, je dis, tiens, mon chemin ici, vous vous rappelez, il a été alimenté par la fonction line command. Donc il faut arrêter, il faut vérifier que le fichier que l'exé a arrêté existe. Il existe. Ok, ensuite je vérifie. Tiens, est-ce que on m'a envoyé des fichiers à copier? Si on m'a envoyé des fichiers à copier, c'est-à-dire que le tableau ici a plus d'une occurrence, donc il y a des choses dedans. Ah ben, à ce moment-là, on réexécute le constructeur pour l'objet qu'on a instancié ici, on réexécute le constructeur en passant les trois paramètres. Ça veut dire, bon, chemin arrêté, chemin à exécuter et
mes fichiers à copier. C'est pour vous montrer en fait que on, on repasse ici. euh, alors, on repasse ici, le troisième, pour vous montrer le troisième qu'on a fait. J'aurais pu le faire autrement, hein, mais voilà, c'est une façon de vous montrer les choses et ça fonctionne. Ensuite, je dis, mais s'il n'y a pas de fichier, nous c'est notre cas, nous on fait que arrêter une appli et en démarrer une autre. Ah ben donc, tu ne tiens pas compte des fichiers à copier, tu construis en gros hein, l'objet en ne tenant compte que les deux paramètres. Donc c'est le constructeur, le 2, donc c'est celui-ci, deux paramètres, avec les paramètres d'entrée ici, et les membres qui sont bien alimentés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre objet est instancié, tout est renseigné. Donc, après, on utilise une méthode de l'objet qu'on a instancié, qui est arrêter application. Si je vais dans arrêter application, ben, arrêter application fait appel aux membres qu'on a renseignés précédemment. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. C'est pour ça que ça se passe et qu'il n'y a même pas besoin de passer quoi que ce soit entre parenthèses. Ensuite, on a réussi à arrêter l'application. Ben, ça renvoie un vrai si tout s'est bien passé. Donc si ça s'est bien passé, alors ben, tu vérifies que l'exé à lancer existe bien. Et s'il existe bien, ben donc tu lances l'appli. Et lance l'appli, hop, revérifie encore si ça existe. C'est un peu redondant. J'aurais pu retirer de l'autre côté en fait ce test-là. Et puis après, je lance l'exé. Et à la fin, une fois qu'il est lancé, ben lui, je lui dis, tu t'arrêtes. Voilà pour le premier projet. Je ferme WinDev. Et donc ce projet qui a été créé, eh bien, il faut le mettre évidemment dans votre projet outil PDF. C'est-à-dire que outil PDF, ici, j'ai mon répertoire où il y a mon projet. Si je vais dans Exe, ici, vous voyez, je update and relaunch. C'est-à-dire que j'ai créé mon outil PDF. WinDev m'a créé le répertoire Exe. J'ai généré mon Exe ici. Et il y a lui qui est à l'intérieur que j'ai déposé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une installation avec tout ça et une installation comportant un exe qui avait une version 1.0.1.0. Ensuite, donc j'ai créé une installation et l'installateur m'a installé donc mon projet outil PDF dans ces programmes files outil PDF avec une petite version. Ensuite, sous WinDev, j'ai recréé un nouvel exe sans recréer un installateur complet. Et là, par contre, j'ai augmenté son numéro de version. J'ai mis une version plus récente. Oui, et puis si, j'ai aussi recréé un installateur. Et donc, cette nouvelle installation, c'est elle que j'ai copiée sur mon serveur FTP. Et donc, c'est celle que je rapatrie. Et ensuite, j'ai gardé en sauvegarde ma version 1.0. .1.0. Pourquoi? Parce que je veux de temps en temps, j'ai voulu de temps en temps faire des tests, voir si ça fonctionnait. Hein. Donc ça, c'est la méthode à faire. Donc bon, c'est à vous de vous organiser pour être sûr quand vous testez en réel que tout se passe bien. Mais voilà, c'est la technique à faire. Ensuite, donc je vais vous montrer vraiment le code du projet qui nous intéresse. Donc, outil PDF. Alors, outil PDF, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. C'est un projet qui va évoluer, comme je vous l'avais dit, où on va travailler de plus en plus sur les fichiers PDF. La fenêtre principale, c'est la fenêtre signature. La fenêtre signature, c'est celle-ci, que vous connaissez bien. J'ai créé une nouvelle fenêtre qui s'appelle Vérif, mise à jour. Tiens, je vais la passer en invisible. Ça sera déjà fait pour vous. Si jamais vous voulez la passer en visible lors de vos tests, il n'y aura plus qu'à faire clic droit, description, visible, OK.
Mais comme ça, quand vous ferez vos tests et quand vous régénérerez une version, ben, ça ne viendra plus polluer le design avec des lignes qui ne sont pas terribles. Voilà. Donc, bon, moi j'ai créé cette fenêtre-là. Je l'ai designé un petit peu. Le code n'est pas bien compliqué, hein, vous voyez en fonction de l'objet. Alors ça, je vais vous montrer l'objet qui est instancié et en fonction de est-ce que c'est une mise à jour obligatoire ou optionnelle. Eh ben, en gros, je remplis différemment les choses. Ensuite ici, ben, c'est le truc que j'ai, le lib version, en fait, c'est lui. Lib version, c'est celui que j'ai passé en invisible. Mais en gros, à l'initialisation, suivant la version, je modifie ce libellé ici, qui est libtype, et je modifie le texte lib explique. C'est ce que vous voyez comme code ici. Le libtype, si c'est une mise à jour obligatoire, je note mise à jour obligatoire, comme par hasard. Et si elle est optionnelle, je mets optionnel. Elle a que deux types, hein, la mise à jour. Elle peut être soit obligatoire, soit optionnelle, il n'y a rien d'autre. Et après les textes ici, ben, vous voyez, c'est ceux qui sont là. Et donc, ben, j'affiche soit celui-là, soit celui-là. Et ensuite, si jamais c'est inobligatoire, alors le bouton installer plus tard point opacité est à 30%. Et surtout, son état est inactif. C'est-à-dire que si c'est si c'est une mise à jour obligatoire, ce bouton-ci, il devient beaucoup plus transparent. Et si vous cliquez dessus, il ne se passe plus rien. Donc ça veut dire qu'en gros, vous n'avez plus que le bouton installer où vous pouvez cliquer. Par contre, si c'est une mise à jour optionnelle, vous avez les deux qui sont comme ceci et les deux sont euh, utilisables. Celui-là, plus tard, ben, on ferme simplement la fenêtre. Vous n'avez pas envie de... Ou alors vous faites échappe. Vous n'avez pas envie de faire la mise à jour. Voilà. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Normal. Ok. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Alors, je vais corriger un petit bug avec vous. Visible, non. Pourquoi? Parce que si l'option mise à jour obligatoire était, euh, si c'était une mise à jour obligatoire, en fait, vous auriez quand même pu fermer en cliquant ici. Alors, je ne le rends plus visible dans les deux cas. Comme ça, ça vous force bien à cliquer là-dessus. Sinon, vous auriez pu sortir. Ce qu'il ne faut surtout pas. Parce que si vous faites une mise à jour obligatoire, c'est que vous savez ce que vous faites. C'est que c'est vraiment une mise à jour très importante. Vos clients doivent absolument la faire pour ne pas peut-être mettre des enregistrements erronés dans votre base de données, ceci, cela, quoi. Voilà. Alors, comment fait-on pour vérifier qu'il y a une mise à jour logicielle? Ben, à l'entrée du projet, donc code de l'élément. Qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré ma vérif est un C mise à jour et mon buffer mise à jour est un buffer. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Alors, C mise à jour, c'est une classe. Dans cette classe, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis tous les membres, en fait, en gros, qui permettent, ici, c'est pour permettre la connexion à votre, enfin à votre. Dans ce cas-ci, hein, on fait une mise à jour grâce à un serveur FTP, donc ce sera le vôtre. Moi, j'utilise un PC Soft, hein. PCS Cloud, en fait. Mais vous, après, vous pouvez gérer, vous prenez n'importe quel serveur FTP, hein. Donc ici, c'est tout ce qui est connexion au serveur FTP. Euh, et puis, donc, évidemment, vous avez l'adresse, le port, le délai. Le logging, c'est ou l'utilisateur, le mot de passe. Le type de connexion, vous savez ce que c'est, hein, est-ce que c'est une connexion passive, passive étendue, active, enfin voilà. Le répertoire de mise à jour, ça sera vraiment le chemin où il devra aller pour tomber sur votre fichier JSON. Et ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est la mise à jour. Donc ici, ce sont les membres qui disent, voilà, qu'est-ce que c'est comme type de mise à jour. Je vous ai bien détaillé, hein.
Type de mise à jour obligatoire. La plateforme, ça c'est pour donner des infos qui pourront vous être utiles vous. C'est-à-dire que suivant la mise à jour, vous allez faire différentes choses. Vous allez aller dans différents endroits, etc. Ça peut être important pour vous de savoir que c'est une mise à jour de type obligatoire optionnel et que la plateforme c'est mobile, desktop, imaginons un truc web, enfin web service peut-être, ou n'importe quoi, enfin voilà. Ça c'est vraiment, je vous l'ai donné pour que vous puissiez y mettre vraiment ce que bon vous semble. Après, libre à vous aussi de rajouter des membres, hein, évidemment. Moi je vous donne ça, c'est encore une fois c'est une base. Ensuite, le numéro de la version, ben ça c'est ce qui permet de savoir que la version évolue. Donc vous, quand vous mettrez une nouvelle version, il faudra générer un nouvel installateur que vous mettrez sur le FTP et il faudra venir dans votre fichier JSON qui est sur votre serveur, augmenter donc il est ici. Ce sera à vous de dire, bah, tiens, on passe à la 30.2 0,5. Voilà. Et donc, c'est ce qui va permettre de dire au logiciel qui se lance qu'une mise à jour est à faire. Donc ça, c'est ce membre-ci. Ensuite, également, date de publication. Ça, je vous l'ai mis parce que lorsque la mise à jour se lance, elle vérifie que par rapport à la date du jour, que, elle est dans les clous. Ça, c'est date à laquelle la mise à jour peut être rapatriée. Et ça peut vous aider pour plus tard si jamais justement vous voulez faire des mises à jour par vague, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez, mais bon, ça, ce sera encore notre logiciel à faire. Ça peut quand même vous permettre de dire je prépare une mise à jour, mais elle ne sera accessible au client qu'à partir de telle date. Ça peut être utile. Ensuite, mise à jour, fichier à rapatrier. Voilà, c'est tout simplement nous le fichier qui s'appelle outil-pdf.zip qui est l'installateur en fait. Mise à jour, extrait archive. Alors ça, c'est un booléen. Nous, évidemment, on a mis oui. Mise à jour, extraire archive true, parce que forcément, vous allez rapatrier une archive au format zip. Vous ne pouvez pas exécuter un zip. Donc il faut d'abord que vous utilisiez les fonctions zip extrait tout. Donc, et vous mettez ça dans votre répertoire c'est temp install, comme c'est prévu ici. D'ailleurs, c'est un paramètre qui le dit. C'est le paramètre, si je me souviens bien, répertoire local installation. Donc, répertoire local installation, ben voilà, c'est le répertoire local où l'archive d'installation sera copiée. Voilà, tout est clair, quoi, en fait. Chemin du fichier de mise à jour. Donc, ce sera celui-ci sera mis dans ce répertoire-ci. Et on dit, est-ce qu'il faudra l'extraire? Ben oui. Par défaut, c'est oui, forcément. Ensuite, chemin du fichier exécuté. Ben, une fois que donc votre archive est extraite, donc dans ces temp install, donc dans ce répertoire-ci, ben, vous lui donnez le nom du fichier à exécuter. Si je fais la corrélation ici, c'est-à-dire que ben, mon archive d'installation, elle va venir de mon serveur FTP et elle se trouve à cet endroit-là. Je demande à ce qu'elle soit copiée en local dans ce répertoire-ci. Ensuite, je la dézip. Ici, j'ai true. Une fois qu'elle est dézippée, vous savez que sous Windev, il faut toujours lancer un fichier qui s'appelle install.exe ou un autre, hein, libre à vous de le renommer. Mais moi, j'ai gardé celui par défaut et je dis donc dans ce répertoire-là où tu as copié et dézippé l'installateur, ben, maintenant exécute install.exe. Et voilà, tout est dit.
Et ensuite, qu'est-ce que je dis? Fichier local installation. Fichier local installation, ouais, c'est un peu redondant avec mise à jour fichier exécuté. C'est pour ça que j'ai mis deux fois ça. C'est vrai qu'on pourrait retirer ce membre-là. Euh, ouais. Ouais, parce que j'ai remis install.exe. Bon, oui, my bad, comme on dit. Ensuite, supprime répertoire installation. Ça, je ne sais pas si. Alors, ça, j'ai prévu un membre pour que vous puissiez, mais je crois qu'il ne le fait pas parce que tout à l'heure, quand on a regardé l'update and relaunch, je n'ai pas vu de suppression du répertoire. Donc, c'est un petit oubli. Bah, c'est à vous de le finir, tiens. Il vous reste plus qu'à faire donc un frep supprime du répertoire d'installation. Voilà quoi. Et donc, c'est ici que vous mettez ce qu'il faut le faire, oui ou non. Et ensuite, ici, la proc callback progression, ben ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Et ce membre ici aussi, c'est ça la procédure d'instance, et on verra comment ça fonctionne. Et ici, c'est aussi ce qui permet, alors pas encore utilisé dans cette version, mais en fait après aussi. Enfin, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment cette notion plus complexe de PO. Pour l'instant, on s'arrête à ça. Euh, on s'arrête là, ça suffit pour comprendre comment fonctionne le projet. Et après, je vous expliquerai comment j'ai fait pour afficher la jauge de progression en utilisant de la PO. Et vous savez très bien que quand on fait de la PO, il ne faut jamais qu'il y ait de lien avec des champs faisant partie de lui. Il ne faut jamais mettre de champs dans une méthode. C'est interdit parce que sinon vous perdez l'indépendance et donc vous ne faites plus un développement entier. Donc voilà. Mais il y a des astuces et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est la méthode, la classe, pardon. Et donc cette classe, ben, il y a différentes choses dedans. On se connecte au serveur. Donc le serveur FTP, moi je dis que j'ignore tout ce qui est certificat. Je me connecte. Alors si jamais vous avez des erreurs lors de la connexion avec vos serveurs, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient du mal à se connecter. Sachez que, alors, sur les serveurs PCS Cloud, hein, ils ont été très rapides à se mettre à jour. Maintenant, comme vous le savez, on ne peut plus faire de FTP. On est obligé de faire du FTPS ou du FT ou du SFTP ou du FTPES. Enfin, il y a plusieurs formats, on va dire, mais bon, voilà, on est obligé de faire du FTP sécurisé. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas et que vous avez une erreur, je ne sais plus, c'est pas 5314, parce que je l'ai eu au début. Bon, bref, c'est parce qu'il faut rajouter devant l'adresse de votre serveur. Moi, l'adresse de mon serveur, c'est par exemple 10.5.138.256. J'avais mis ça en adresse du serveur et en fait, il faut juste mettre devant ftps et ça résout votre problème. Ensuite, vous mettez votre login, ça vous connaissez sur votre serveur, le mot de passe, le port, le type de connexion. En général, c'est bien de mettre passif, c'est ce qui passe le mieux, mais à voir comment est configuré votre serveur. Et le délai, ça c'est-à-dire que la fonction va attendre, c'est les secondes que vous mettez ici. Moi je mets 10, donc c'est-à-dire que ma fonction attend 10 secondes pour se connecter. Si au bout de 10 secondes, il n'y a pas de connexion possible, alors on tombe en échec. Et ça, c'est le num de la connexion. Si la connexion, normalement quand vous connectez la première fois sur un serveur FTP, la fonction FTP Connect renvoie 0. Si vous connectez, après, elle renvoie autre chose, mais la première fois, c'est 0. Si elle vous renvoie -1, par contre, ça, c'est clair. C'est la connexion ne s'est pas bien passée. Donc là, j'ai bien envoyé un VKO. Donc là, j'ai été beaucoup plus propre dans mon développement. Le VKO, je vous le réexplique pas, hein. Vous irez le voir, hein. F2, voilà ce qu'il fait. Euh, c'est quelque chose de plus complet. On renvoie carrément une structure.
Alors voilà, ça c'est la connexion. La déconnexion, vous doutez bien, j'ai eu mon identifiant de connexion, je me déconnecte, super. Export, connexion. Ah, alors ça c'est quelque chose que je mets dans toutes mes classes, surtout quand je fais des cours. Sinon, je ne le fais pas. Ça vous permet de générer des fichiers pour que vous compreniez comment fonctionnent les choses. C'est-à-dire que je remplis mon objet et après je le sauvegarde, donc je le sérialise ici. Et je sauve mon buffer parce que quand on sérialise, en fait, on met forcément l'objet dans un buffer. Et ensuite, je sauve mon buffer et donc je le sauve où mon buffer ici. Et ici, c'est quoi? Je le mets dans l'exé, complete rep, donc anti-slash, mise à jour JSON. C'est ce qui m'a permis de vous montrer le fichier tout à l'heure. Donc ça, je le fais pour les cours. Sinon, ce que je fais, moi, c'est importe. Importer, et oui, évidemment, là, ça, c'est important. Parce que votre logiciel importe le fichier JSON pour savoir où il doit se connecter. Et ensuite, une fois qu'il se connecte, il rapatrie un autre JSON qui va lui dire, là, véritablement, tout ce qui concerne la mise à jour. Donc ça, c'est l'importation. L'importation, ben, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le chemin du fichier. C'est un fichier JSON. Donc on charge ce fameux fichier, on le met dans un buffer qui est déclaré ici. On désérialise, c'est-à-dire qu'on désérialise le buffer dans quoi? Ben, dans ma mise à jour. Et parce que oui, enfin vous verrez, ça c'est mise à jour. Donc, objet, en fait, ça équivaut à l'objet qui a été créé grâce à cette classe-ci. Donc, automatiquement, tous ces membres-ci seront renseignés par le fichier que vous avez désérialisé. Donc, on était ma mise à jour. On était dans mise à jour import. Où suis-je? Je suis paumé. C'est génial. Bon, allez, je redescends. Export connexion. Ah oui, c'était import connexion. Donc voilà. Comment ça se fait que je ne le vois pas? Je suis complètement. Ah bah oui, je suis complètement bête. Je regarde dans les membres. Il fallait regarder ici. Import connexion dans les méthodes. Si je suis pas dans les méthodes, forcément, ça va jamais marcher. Ceci expliquant cela. Donc voilà, donc ensuite je désérialise ce qu'il y a dans mon buffer, je le mets dans mon objet, et puis après, donc j'ai renseigné tous les membres de mon objet. Récupère info mise à jour. Qu'est-ce que je fais dans cette méthode? Ben, dans cette méthode, euh, elle vient après avoir récupéré, après avoir en fait, on est passé ici, on a désérialisé notre objet. Enfin non, notre JSON, et on a créé et on a renseigné donc notre objet. Et ensuite, je dis, ben, tiens, avec toutes les infos qu'on a reçues, ben, je récupère les infos de la mise à jour. Récupérer les infos de la mise à jour, là, ça veut dire que ça sous-entend qu'on s'est connecté sur le serveur FTP, qu'on récupère le fichier. Alors pour que ça soit plus clair, parce que là c'est vrai que je parcours les méthodes comme ça, mais autant que je vous montre ici ce qu'il fait. Voilà. En fait, dans la fenêtre principale, je fais vérification présence mise à jour. Donc ma version, ça c'est la version de votre exe local. Donc au point de départ, outil PDF, il est en version 1.0.1.0. C'est ce que prend. Donc, je transforme ça en fait. Après, vous verrez la mise à jour et la version en cours. Je remplace les points par rien du tout. C'est-à-dire que 1.0.1.0, ça devient 1010. Et je compare et je le transforme en valeur. Et comme ça, je compare en fait des entiers entre eux.
Comme la version de mise à jour, c'est 31.3.8, c'est un chiffre beaucoup plus gros par rapport à la mise à jour en cours. Donc, ben, forcément, il y a une mise à jour à faire. C'est ça la technique que j'emploie. Ensuite, MapVerif importe connexion. Ben, vous avez vu tout à l'heure, donc on importe le JSON. Alors, le JSON, là, ici, c'est celui qui est en local. Et ici, ça permet en fait d'importer les infos qui permettent de se connecter au point de départ au serveur FTP. Ensuite, donc, avec les infos qu'on a récupérées, on a toutes les infos pour se connecter au serveur FTP. Donc, on se connecte au serveur FTP. Ensuite, on récupère les infos concernant la mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer le JSON qui est sur le serveur distant. Donc, je fais un FTP récupère. Et comme la récupération s'est bien effectuée, qu'est-ce que je fais? C'est un JSON. Ben, je recommence. Je crée un buffer, je désérialise mon buffer, mais là, dans mes infos mises à jour. Alors, mes infos mises à jour, c'est aussi une mise à jour. Et ensuite, je peux avoir en fait cette information-là. Maintenant, comme j'ai récupéré les infos de la mise à jour, je peux savoir, tiens, les mises à jour, à laquelle numéro de version. Donc ça, je le récupère, je remplace les points par rien du tout. En fait, je retire les points. Et ensuite, ma version en cours, je fais pareil, je retire les points. Donc, c'est ce qui permet de comparer. En fait, je viens de créer, là c'est encore des chaînes, mais deux chaînes qui ressemblent à des entiers. Et ensuite, quand je fais la comparaison véritable, je fais des vals. Et donc, je vérifie que la mise à jour qui est sur le serveur distant est bien supérieure à celle que j'ai. Enfin, au niveau du numéro de version. Et ensuite, tout à l'heure, je vous ai dit que je gérais la date de publication. Et vous voyez, je fais bien un test. Parce que la date de publication, quand je la récupère au format année, mois, jour. Et donc, je vérifie que donc, la date de publication est bien inférieure ou égale à la date système. Et donc, ça enclenche. Si ces deux cas-là sont OK, ça enclenche vraiment l'ouverture de ma fenêtre de vérification. Ici, vous voyez, il y a une petite subtilité, il y a les underscores autour du oh. Il y a les underscores autour du et. Ça veut dire que ça vous permet de gagner en temps de traitement, ça, hein. C'est-à-dire que si le premier test ici n'est pas valide, cherche même pas à faire le deuxième. Il vous renvoie directement faux si jamais vous aviez mis faux et vrai ici. Si le premier test est vérifié, alors il teste aussi le deuxième. Mais le fait de mettre des underscores, si vous aviez mis et tout court, dans tous les cas, il aurait testé les deux. Alors que là, en fait, si déjà le premier n'est pas bon, ah ben, il va directement à cette ligne-ci. En gros, si jamais il n'y a pas de mise à jour à faire, ben on se déconnecte du serveur FTP et c'est tout. Par contre, si il y a une mise à jour à faire, alors ben, j'ouvre la fenêtre de mise à jour. J'ouvre donc cette fenêtre. Vous avez vu qu'on ouvre la fenêtre de mise à jour en lui envoyant l'objet vérif, ma vérif. Donc ici, j'ouvre ma fenêtre. Ma fenêtre ici, elle récupère donc local ma mise à jour. Donc en gros, c'est ma vérif qui est ici. Et donc on a toutes les données concernant la mise à jour. Donc c'est pour ça que je sais quel est son type et que j'affiche ce qu'il faut. En fonction du type de mise à jour, rappelez-vous, je laisse actif ou non les boutons. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce bouton-là. Qu'est-ce que fait ce bouton-là? Ah ben, je dis, tiens, dans mise à jour, ben, il y a une méthode qui est dans ma mise à jour qui est créer répertoire local installation. Ben, en fait,
il y a dans la mise à jour, rappelez-vous, dans les membres, je dis le répertoire local qui va servir pour accueillir l'archive d'installation. Donc ici, par cette méthode-ci, je cherche à savoir si ce répertoire n'existe pas déjà. Bah, s'il n'existe pas, je le crée. S'il existe déjà, bah, je ne crée rien, je renvoie vrai directement. Par contre, s'il n'existe pas, je cherche à le créer. Et si j'arrive pas à le créer, je renvoie faux. Si j'arrive à le créer, ben, je continue et à la fin, je retombe sur mon renvoyé vrai, donc je renvoie vrai. Voilà. Ensuite, j'ai créé mon répertoire. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais en gros, après, je rapatrie mon archive d'installation. Je rapatrie mon archive d'installation. Qu'est-ce que je fais? Ben, je récupère tout simplement mon fichier distant qui est sur le serveur et je le ramène en local dans mon ctemp install. Une fois que j'ai rapatrié mon archive, j'extrais mon archive. Et là, j'utilise la syntaxe qui me permet d'utiliser mon update and relaunch. Et qu'est-ce que je fais? Ben, vous voyez, je fais update and relaunch doit se trouver dans le répertoire exe de votre outil PDF. La preuve, j'utilise complete rep avec le rep exe. Je dis tu lances update and relaunch exe et je envoie bien les paramètres donc là de l'outil PDF, c'est-à-dire ben, tu vas fermer l'outil PDF et ensuite tu vas lancer donc le fichier que tu as rapatrié et que tu as dézippé qui se trouve dans le C justement ici temp install et en gros je lui demande d'exécuter ici le install.exe. Donc ça c'est je prépare la syntaxe. Ensuite je fais un lance appli avec tout ceci qui est renseigné et je dis tu vas lancer l'update and relaunch donc et tant que lui, il n'a pas fini ses actions, ben, tu ne fais rien. Voilà. Une fois qu'il aura fini ses actions, eh ben, tu feras ça. Mais alors ici, oui. Alors je supprime le répertoire local d'installation, mais je suis en train de réfléchir, parce que c'est vrai que je l'ai fait un peu vite fait, ce projet. Je pense qu'ici, c'est un bug. Parce que cette ligne-ci ne peut jamais être exécutée du fait que le logiciel est arrêté par l'update and relaunch. Donc ici, bim bim, c'est pas lui qui doit faire ça. Celui qui doit faire ça, c'est l'update and relaunch. Donc il faudrait dans le projet update and relaunch rajouter une ligne avant qu'il s'arrête de dire ah ben non, dans l'installateur PCsoft, c'est vrai, je suis bête, il peut supprimer lui-même le répertoire dans lequel il se trouve. Ce serait ça le plus malin. Ou alors, cette notion de suppression de répertoire, faudrait la lancer à l'initialisation du projet, outil PDF, et vous cherchez à savoir, tiens, est-ce que ce répertoire, ou avant la fermeture par exemple, est-ce que le répertoire d'installation est existant? Si oui, vous virez. En fait, vous faites le travail en différé. Ou à l'initialisation, comme il sera relancé par le, l'installateur WinDev, ben, vous pouvez dire donc à l'initialisation du projet outil PDF, tiens, est-ce qu'il y avait un répertoire d'install, ctemp install, si oui, supprime-le. Voilà. Donc après, c'est libre à vous de voir où vous voulez le placer. Mais ici, c'était pile poil l'endroit où il fallait pas le mettre. Désolé, j'ai fait ça encore, il était très tard, j'avais plus les yeux en face des trous. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et puis après, bah ça c'est la jauge. Et puis à la fin, on a tout rapatrié, on a tout fait, etc. Et ici, je me déconnecte du serveur. Alors ma déconnexion du serveur,
j'aurais pu la faire avant, hein, parce que je rapatrie l'archive. Et si l'archive s'est bien rapatriée, j'aurais pu dire avant même de l'extraire, tout ça, déconnecte-toi. C'est vrai qu'alors ça fonctionne, hein, mais ça aurait été plus propre de remonter la ligne 22 en ligne 9. Hein, dire ici en fait, ben, comme on a bien rapatrié l'archive d'installation, déconnecte-toi quoi. On aurait gagné quelques secondes au niveau du serveur, on le libère entre guillemets, et c'est plus propre. Parce qu'ici, s'il arrive quoi que ce soit, ben, en fait, on va avoir encore la connexion qui sera ouverte. Bien que si l'appli plante, la connexion se fermera d'elle-même. Mais bon, ça aurait été plus propre. Voilà. Euh, Oui, parce que mise à jour, je vérifie, hein. En fait, ici, on fait un FTP récupère, c'est vrai, mais une fois qu'on a fait le FTP récupère, on fait plus rien. Donc, en effet, je vais vous le corriger tout de suite, comme ça, quand vous l'aurez, vous aurez directement ça qui sera réglé. Donc, voilà, donc on a rapatrié. Allez, on ferme la connexion avec le serveur FTP, car on a bien rapatrié euh, l'archive d'installation. Bim, voilà, on déconnecte. Attention, il faut d'abord dézipper l'archive. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Eh ben, vous savez quoi? On a tout vu. C'est fini. J'espère que j'ai pas été trop long. Allez, je vais jeter un petit œil rapide. Ouf, déjà 1 heure en fait. Ben voilà, donc j'espère que... Alors, je vais vous donner. Qu'est-ce que je vais vous donner? Je vais donc vous donner le projet Update and Relaunch, le projet complet. Le outil PDF, le projet complet pour ceux qui sont en 2024. Je vais vous donner les codes en... Comment? Oh, j'ai oublié de zoomer. Je suis vraiment désolé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent on voit pas trop ton code. Euh, Alors, moi j'ai vu que si vous regardiez sur une tablette ou sur un écran, enfin moi ça s'affiche très bien. Mais bon, j'aurais dû zoomer, désolé. C'est clair que si vous regardez sur un téléphone portable, là c'est compliqué. Euh, donc bon, je vais vous donner aussi les codes au format texte. Comme ça, pour ceux qui seront en version 28, vous aurez tout ce qu'il faut. Là, c'est une technique en fait que je vous ai montré parmi d'autres. Et puis, donc je vais faire ça. Si jamais vous voyez la vidéo, ne vous affolez pas, je mettrai à jour la description. Déjà, la vidéo d'avant sur outil PDF, il faut que je mette à jour aussi la description pour que vous ayez accès bah, en fait, à ce projet-là qui sera bah, le même en fait, mais déjà plus mis à jour. Euh, alors, il y a un truc aussi, attention, vous devez, pour que ça fonctionne, ce que je viens de vous montrer là, bien renseigner votre serveur FTP au niveau de la connexion. Alors moi, j'ai utilisé au point de départ le JSON en local. Ensuite, j'ai rapatrié un autre JSON pour avoir les infos de la mise à jour. Vous, les informations de connexion au point de départ à votre serveur FTP, si vous voulez les mettre ailleurs, libre à vous. Vous pouvez les mettre dans n'importe quoi, une base de données HF, cryptée, etc. Vous pouvez mettre ça dans un fichier crypté, je sais pas, INI. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai fait ça vraiment au plus simple. C'était vraiment histoire de montrer comment faire. Après, les informations de connexion au point de départ à votre serveur FTP, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, c'est pour ça que je vous laisse là vraiment peaufiner le truc pour que ce soit vraiment propre et que ça réponde véritablement à vos besoins. Par contre, il fallait que ce soit assez design, etc. Donc là, je pense que c'est propre. Il y a vraiment 99,9% du taf qui est fait. Surtout que je vous donne chaque fois les projets. Donc,
Voilà quoi, là c'est vraiment plus que des grossis quoi. Euh, J'espère que la vidéo vous a plu, que déjà ça a pu répondre à l'abonné qui a fait la demande. J'espère que pour les autres, ça vous a montré quelques petites techniques, un peu de... Là, on a fait un petit peu de PO. Alors par contre, la procédure d'instance, ça c'est vraiment quand on va en parler. Là, par contre, je vais vraiment passer que du temps là-dessus pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne parce que c'est une notion très importante en PO. Quand on veut communiquer avec lui, c'est toujours un peu problématique quand on fait de la PO. Et donc, il faut faut connaître les bonnes pratiques pour le faire aisément, sans faire une usine à gaz. Donc ça sera la prochaine. Si jamais ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner surtout pour faire évoluer la chaîne. Ce serait super. Moi, j'aimerais bien passer les 500 abonnés. 1000, ce serait encore mieux. Mais bon, voilà, si jamais vous voulez m'aider à évoluer, ce serait vraiment chouette de votre part. Et puis après, il y a encore donc d'autres vidéos parce qu'on m'a fait d'autres demandes. Donc il y a d'autres vidéos qui vont suivre. J'essaye de les fournir au maximum, d'aller le plus vite possible. Mais bon, je pense qu'on est tous pareils. On a tous une vie, on a tous un boulot. Et donc voilà. Mais sachez que je fais le maximum pour essayer de répondre à tous et puis de répondre à toutes vos questions. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une question qui reste en suspens parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question et en fait, je lui ai demandé des précisions, il m'a pas répondu. Donc voilà. Enfin, essayez d'être quand vous me posez des questions, d'être le plus précis possible parce que si pour pouvoir vous apporter une réponse précise, il faut vraiment que j'ai un maximum d'éléments, hein. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bon développement à vous. Portez-vous bien. Bye.